Parmi les questions qui reviennent très souvent sur mes réseaux sociaux, c'est « Erwan, quelle est la voiture, parmi toutes celles que tu as essayées, qui t'ont toujours un peu déçu, qui t'ont pas vraiment plu, les voitures que tu n'aimes pas, tout simplement ?» Et il y a une voiture qui à chaque fois revient dans les réponses, c'est la Nissan GT-R. Et la Nissan GT-R, c'est une voiture que j'ai jamais vraiment compris. Donc aujourd'hui, pour essayer de me remettre un peu en tête ce que c'est qu'une Nissan GT-R et pourquoi la Nissan GT-R est une voiture aussi spéciale, je vous ai trouvé un exemplaire extraordinaire. On est chez Cars Up, près d'Orléans. Et cette voiture, c'est une Nissan GT-R première génération, 485 chevaux, moins de 30 000 km. C'est parti. Avant de vous parler de la Nissan GT-R, je dois absolument remercier Samuel de Cars Up qui nous accueille aujourd'hui dans sa conciergerie à Orléans. Cars Up, c'est une conciergerie comme c'est marqué ici, ça fait très professionnel, je trouve, j'ai l'impression de faire de la pub téléachat, mais c'est une conciergerie très sérieuse qui se développe énormément. Il y a aussi de l'accompagnement sur l'achat, revente d'automobiles de prestige, de collection. Vous le voyez, on a une petite sélection des voitures qui sont ici stockées dans son hangar d'Orléans. Mais ça se développe aussi à Paris, dans le sud de la France, un peu plus au centre de la France. N'hésitez pas à les contacter et à regarder leurs offres parce que c'est ultra agressif. Surtout si vous habitez à Paris et que vous avez envie de stocker de façon sécurisée votre voiture de sport, n'hésitez pas à les contacter. À partir de 180 € par mois, vous avez accès à un parking sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, votre voiture sera bâchée, votre voiture sera mise sur chargeur et surtout, pour ce prix-là, pour 180 € par mois, vous aurez accès à l'application Cars Up qui vous permet de suivre en temps réel toutes les informations de votre voiture, si le plein a été fait, si les entretiens sont à jour, etc. Contactez-les de ma part, service ultra professionnel et c'est vraiment une entreprise qui se développe. Et d'ailleurs, pour les Parisiens, il ne reste pas beaucoup de place, porte d'Orléans, donc contactez-les rapidement. Et surtout, de ma part, c'est très important. On s'attarde sur la GT-R. Présentée en 2007, la génération R35 de la Nissan GT-R avait fait un tonnerre sur la planète automobile. Tout simplement parce que Nissan sont arrivés un peu sortis de nulle part avec une voiture ultra technologique, ultra performante, qui a réussi directement à venir concurrencer, par exemple, la Porsche 911 Turbo, l'Audi R8, la Lamborghini Gallardo, des supercars qui étaient déjà bien établis sur la planète automobile, avec une voiture moins chère, moins puissante et surtout avec un design assez particulier. Et pour bien comprendre la Nissan GT-R, je vais vous expliquer dans la partie essai pourquoi ce n'est pas forcément ma voiture préférée, mais il faut comprendre qu'elle s'articule vraiment autour de 3 points principaux. La première, c'est le design, on va en parler tout de suite. La deuxième, c'est la technologie, notamment au niveau du châssis. Et la troisième, évidemment, c'est le moteur. On va en parler après, mais on commence par le design. Face aux concurrentes qui sont généralement un peu plus élégantes, la Nissan GT-R s'impose en tant que voiture japonaise. On a vraiment un look qui pourrait être tiré d'un manga. Comme la Skyline GT-R de 1969, on a des traits qui sont très tirés, c'est très anguleux. La voiture est imposante, musclée, tout est un peu démesuré. On a un long capot, un habitacle assez long, un aileron énorme, des jantes de 20 pouces. Elle pose les muscles, c'est un peu pour ça qu'on la surnomme Godzilla d'ailleurs. On retrouve des éléments complètement historiques, comme à l'avant la calandre qui vient de la R34 GT-R. On retrouve les 4 feux ronds qui sont spécifiques aussi de cette lignée, qui sont notamment apparus sur la R32. C'est une voiture qui se reconnaît. Et pour le coup, le design, moi j'ai toujours aimé parce qu'on sait immédiatement que c'est une GT-R. Mais malgré, on va dire, le gabarit de la voiture et tous ces angles un peu torturés, il faut savoir que ça n'a pas été fait au hasard, vu que le CX, le coefficient de pénétration dans l'air de la voiture, n'est que de 0,27. En guise de comparaison, celui d'une R8 est de 0,34. Donc c'est une voiture qui est très très profilée aérodynamiquement. Et ma partie préférée, forcément, c'est l'arrière avec les 4 feux ronds, les 4 grosses sorties d'échappement, l'inscription GT-R ici et l'énorme aileron. C'est une GT-R et elle s'impose comme telle. L'aérodynamisme, c'est bien. Le moteur et les performances, c'est mieux. La vache, il est lourd ce capot. Sous le capot de la Nissan GT-R, vous retrouvez le moteur VR38 DETT, c'est son petit nom propre, qui n'est autre qu'un V6 3,5 litres biturbo qui est dérivé des Nissan 370Z de course, qui développe, alors c'est ce qui est annoncé par Nissan, 485 chevaux et 588 Nm de couple, soit plus qu'une 458 Italia.
Pourquoi je dis que c'est annoncé par Nissan? C'est parce qu'en réalité, le moteur développe beaucoup plus de puissance, il y a eu beaucoup de passages au banc, ce qui donne des performances stratosphériques pour un prix d'entrée à 82 000 € à l'époque, en 2009. 3 secondes 5 au 0 à 100 km/h et surtout plus de 300 km/h de vitesse de pointe. La voiture est une 4 places et à l'époque, la voiture est même récompensée par le Guinness Book des records en tant que voiture 4 places la plus rapide du monde. Mais toute cette puissance, tout cet aérodynamisme, là encore, c'est très bien. Mais pour vraiment se démarquer de la concurrence et faire mal, même à Porsche avec sa Turbo S, il faut de la technologie. Et c'est là où la GT-R, en fait, entre vraiment en jeu. C'est que pour faire passer toute cette puissance au sol, on a une transmission intégrale. La boîte de vitesse est à l'arrière, c'est une boîte à double embrayage. Et c'est ça, vraiment, qui permet à la GT-R d'avoir des performances monstrueuses, notamment au 0 à 100, et aussi avec les launch control qui ont fini par déglinguer un petit peu les boîtes de vitesse. La voiture est vraiment taillée pour l'efficacité pure et dure, et ça se ressent surtout au niveau du châssis parce que les ingénieurs japonais ont énormément travaillé sur la répartition du couple. La voiture est équipée d'une transmission intégrale permanente Atesa ETS qui est capable, grâce à une centrale électronique, de répartir le couple de 50 à 100% vers l'arrière, et tout ça en fait en fonction des données récupérées en temps réel sur la qualité du revêtement, la qualité de la route, l'adhérence ou même l'accélération latérale. La voiture est évidemment équipée d'un autobloquant avec un anti-patinage électronique et un peu comme à la manière d'un Manettino Ferrari, on peut switcher différents modes de SP à partir des boutons qui sont à l'intérieur. La GT-R, c'est donc un monstre de performance à un prix plutôt raisonnable. Pour s'attaquer à la concurrence, Nissan avait besoin de proposer une qualité d'intérieur forcément bien meilleure que ce qu'ils avaient l'habitude de faire, surtout au vu du prix. Et c'est vrai que dans la Nissan GT-R, on n'est pas déçu. Alors, il y a pas mal de plastique dur, mais l'ambiance est quand même très sympa. C'est très confortable, la position de conduite est super ajustable, il y a énormément de boutons. Mais la voiture, pour 85 000 € prix d'entrée, était déjà très bien équipée. On avait un GPS, le régulateur de vitesse, une sono Bose qui fait un super son, boîte automatique, je vous l'ai dit, à 7 rapports. Et surtout, on avait les différents réglages de conduite, notamment au niveau de la transmission avec un mode normal, un mode neige et un mode air. Pareil au niveau des suspensions qui sont adaptatives, mode air, mode normal et mode confort. Et au niveau de l'ESP, j'en ai parlé juste avant, on a mode normal, mode air et mode 100% off. Donc directement, là encore, la voiture s'impose avec énormément d'avantages face à la concurrence, alors que pourtant certaines marques étaient déjà là depuis longtemps, quoi. Me voilà au volant de la GT-R. Alors déjà, première chose, vous le voyez à travers cette caméra, le temps est magnifique, 13 juillet, on adore. Voilà, c'est vraiment fantastique en ce moment. J'ai envie d'aimer cette voiture en fait. J'ai envie qu'elle me plaise, j'ai envie qu'elle m'amuse. Mais pour l'instant, toutes mes expériences, comme je vous l'ai dit, au volant de différentes Nissan GT-R, elles n'ont pas été fantastiques. C'est pour ça que j'avais vraiment envie d'essayer celle-ci, la première, parce que j'ai surtout essayé les dernières versions. Mise à feu. Bouton start-stop. C'est assez sourd. Il y a un truc, surtout dans cette version-là, on entend énormément la boîte qui est à l'arrière. La façon d'appuyer sur la boîte de vitesse est assez rigolote. Il faut forcément le faire avec le pouce. Bam, clic. Automatique, on est en première, c'est parti. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, je vais mettre en mode confort et je vais laisser le moteur en mode normal. Par contre, je vais mettre en mode manuel. Là, je suis en 4ème. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait d'être dans une Nissan GT-R? Moi, j'aime beaucoup l'instrumentation parce que c'est très futuriste. Enfin, c'est futuriste. En tout cas, pour l'époque, ça donne vraiment une ambiance un peu Fast and Furious, surtout avec la façon dont les dessins de l'écran sont faits. C'est assez rigolo, c'est un peu à l'ancienne. Les sièges sont très confortables, on a une bonne visibilité, on est assis assez haut dans la voiture je trouve. Et moi j'aime beaucoup ce volant GT-R, ouais, je sais pas, il y a un esprit un peu jeu vidéo, je trouve, dans la voiture. On sent qu'ils ont fait des efforts au niveau de la finition, il y a pas mal de parties en cuir avec des petites surpiqûres. Le ciel de toit est beige dans cette voiture, donc on a quand même une impression de luminosité un petit peu. Faut dire quand même qu'il y a 4 places dans cette voiture, derrière, bon, ce sera plutôt des enfants, mais on a aussi un coffre qui est énorme, on peut vraiment partir en vacances avec, c'est une supercar utilisable. Je rappelle les performances, 3 secondes 5 au 0 à 100 km/h, plus de 300 km/h en vitesse de pointe. Déjà sur une petite accélération comme ça, on sent qu'il y a des watts. Dans le rétroviseur arrière, on voit l'aileron qui pointe le bout de son nez. C'est une ambiance assez sympa. Alors ok, l'intérieur de celle-ci a vraiment vieilli, mais moi j'aime bien parce qu'au final, quand ça vieillit, ça prend un petit peu de charme. Je suis pas très fan des intérieurs, pour le coup un peu trop futuristes des versions actuelles. Ah oui, il y a des watts, il y a vraiment des watts. C'est marrant parce que rien que là, sur une petite accélération, j'ai déjà l'impression qu'il y a plus de 500 chevaux. Mais le couple est très bas dans cette voiture grâce au biturbo.
Le son pour l'instant est pas très présent dans l'habitacle. Et quelque chose qui est très étonnant, c'est qu'on entend énormément la boîte de vitesse qui est derrière. Ça donne un peu une impression de voiture de course. Ça me rappelle un petit peu la 911 Cup. On entend les rouages qui se touchent, le métal, c'est assez rigolo comme ambiance. Oh la vache. Le grip à toute épreuve. Je vous l'ai expliqué, ce qui fait vraiment la Nissan GT-R, c'est la technologie qui permet de passer la puissance au sol et surtout de répartir le couple sur les 4 roues de façon intelligente pour que la voiture ait vraiment le maximum de performance en tout temps. Alors là aujourd'hui les conditions sont vraiment horribles, donc je vais vraiment pas trop jouer avec. Mais c'est vrai, rien que là, la confiance que donne la voiture pour pousser un petit peu au vu des conditions. J'ai essayé la F12 la semaine dernière, j'étais pas aussi serein, je vais pas vous le cacher. Un peu de sous-virage là sous la pluie. Bon. Comme quoi la puissance c'est déjà... je pense que sur le sec c'est déjà bien suffisant. 3 secondes 5 au 0 à 100, putain, la voiture elle est arrivée, elle se mettait déjà face à des grosses supercars quoi. Alors je suis désolé, vous entendez sûrement un espèce de bruit de claquement là, c'est l'essuie-glace qui claque à chaque fois qu'il descend, je sais pas pourquoi. Je suis désolé pour ça, j'espère que vous l'entendez pas trop. La Nissan GT-R, une des raisons aussi pour lesquelles elle m'amuse, on va dire, un petit peu moins que les autres, c'est aussi son côté ultra performant, tout en étant 4 places, confortable, spacieuse, 4 roues motrices. Moi j'aime bien dans des supercars avoir un côté un peu joueur, un peu difficile à maîtriser. C'est vrai qu'un enfant pourrait aller très vite avec la Nissan GT-R, mais moi je vois ça comme quelque chose d'un peu moins fun. En réalité, si on prend juste le parti de la performance, il faut voir ça comme une avancée technologique monstrueuse. Et d'ailleurs, au même titre qu'une Porsche 911 Turbo, je trouve pas ça particulièrement drôle. Ça marche une tonne. À conduire, j'aime bien parce qu'on a le feeling Porsche, mais c'est pas incroyable. La GT-R, il y a aussi ce côté un peu d'image. Effectivement, moi je trouve pas que ce soit une voiture très élégante, même si cette version en particulier, les premières versions, j'aime bien le design parce que ça a vieilli, mais il y a un côté un peu moins agressif que les versions dernières qui font pour le coup un peu trop manga. Mais ouais, il y a quand même un côté un peu old school, entre guillemets, évidemment, que j'aime bien avec ce modèle-là en particulier. Très gros point fort de la GT-R, c'est la boîte de vitesse, écoutez. Elle est super rapide. Ça c'est vraiment, j'avais pas ce souvenir là, mais c'est un gros point fort. Voilà, et sa motrice et sa marche. Voilà, c'est vrai qu'on est surtout sur des lignes droites, mais pied au plancher, 4ème. Ouais non, ça prend de la vitesse quand même, ça prend la grosse vitesse. Les freins sur cette voiture, c'est du Brembo. Ça freine fort de chez fort. J'adore la couleur des étriers de frein de ce modèle en particulier. Ça va vraiment bien avec l'extérieur tout gris de la voiture. Allez, j'ai envie de me mettre un peu en mode R pour voir. Donc mode R, cartographie moteur plus agressive. Le 3ème. Ouais, sa motrice très fort. Allez, on va voir un peu dans un virage. Ouais, ça bouge un petit peu hein. On sent effectivement sur la sortie de virage ce cerveau électronique qui va faire bouger la puissance entre les 4 roues. Là par exemple, j'étais pratiquement roue droite et c'était pratiquement propulsion. Ah, les conditions sont vraiment atroces. Il y a une grosse différence entre le mode confort et le mode R. C'est vraiment impressionnant. En mode R, la voiture lie énormément la route. Maintenant, on a des grosses gommes et c'est une voiture quand même imposante. Il faut tenir assez fort la direction. La direction est bien directe. On a du ressenti, mine de rien, à travers. Mais c'est vrai que là, on sort d'un virage et même en sortant d'un virage, on sent la voiture qui va manager. Bon là, effectivement, je pense qu'il y a l'ESP qui rentre aussi un petit peu en compte. Les freins, ça freine très fort. Oh là là, putain, ça glisse. En fait, la voiture, c'est un rail. Même là, sous la pluie, il y a peu de voitures qui vous mettraient autant en confiance pour rouler. Même là, on roule pas très fort, mais c'est assez impressionnant. Ouais, là, c'est là en fait, c'est vraiment ça qui fait la GT-R. Et au final, cet exercice sous la pluie, il est excellent parce que ça démontre parfaitement comment la voiture a réussi à mettre une claque à toute la production automobile. C'est exactement, voilà, ce qui se passe là.
Parce que l'électronique sur cette voiture est incroyablement bien calibrée. Après, c'est là où j'aime un peu moins la GTR, c'est pour son côté justement ultra efficace, mais un peu aseptisé. Après voilà, il faut appeler un chat, c'est une voiture qui est faite pour la performance. Et la performance, c'est pas toujours le plaisir de conduite. Après, la question quand même, c'est est-ce que je prends un minimum de plaisir au volant de cette GTR? Et bien franchement, dans cette version, oui. Parce que j'aime beaucoup le look de cette première génération. J'aime bien l'intérieur un peu old school. La voiture a plein de qualités. J'adore le fait d'avoir 125 000 réglages là sur le petit écran avec toutes les températures, toutes les datas dans tous les sens. Je trouve ça très cool. J'aime bien ce volant à l'ancienne, j'aime bien l'ambiance quand même de la voiture. C'est vrai que ça marche une tonne. Ça c'est impressionnant. Je me remets un petit peu en POV, parce que j'ai vu que vous aimez bien ça. Ça permet de ressentir un petit peu mieux la façon dont se comporte la voiture. Alors j'y vais vraiment sur des œufs parce que bon, pas besoin de vous l'expliquer. Ce qui est étonnant, c'est que la voiture elle est vraiment très raide, hein. Je m'attendais pas à ça. Là j'ai les suspensions en mode air et c'est ferme, hein. Heureusement les sièges sont très confortables. C'est vraiment le grip à toute épreuve, quoi. Il y a vraiment peu de voitures qui permettent de faire ça. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est aujourd'hui le côté entre guillemets accessible de la GTR. Parce que c'est vrai que des Nissan GTR, surtout des versions comme ça, des 485 chevaux, alors la phase 2 en 530, voire même la phase 3 en 550 chevaux, bah, c'est une voiture qui est à l'achat assez accessible. On en trouve à partir de 50 000 euros, peut-être un petit peu moins, après ça dépendra forcément du kilométrage, mais 50, 60 000 euros, 70 000 euros. Pour les performances de la voiture, c'est un rapport prix-performance qui est vraiment super intéressant, peut-être même l'un des plus intéressants du marché. On pourra peut-être trouver une 911 turbo type 997 à ce prix là, mais la GTR elle a un côté assez spécial. Et surtout, forcément c'est un moteur qui se prépare très bien, c'est un moteur qui peut se forger assez facilement entre guillemets. Enfin voilà, c'est une voiture qui peut prendre des chevaux. Après, attention parce que l'entretien d'une Nissan GTR coûte très cher. Ça c'est assez connu. Généralement quand une voiture est pas très chère à l'achat, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que ça saute? Bon, la route est dégradée mais quand même. Il faut vraiment tenir la voiture. En conclusion sur cette Nissan GTR, effectivement, comme je l'ai dit en voyant les conditions extérieures qu'on a, c'est plus qu'impressionnant technologiquement et en termes de performance. Voilà, ça marche. Et ça fait moins de 500 chevaux. J'ai vraiment l'impression d'en avoir 600. Parce que le couple est balèze, quoi. Vraiment balèze de chez balèze. Bon, les routes qu'on avait aujourd'hui nous permettaient pas vraiment de tester le comportement ultra dynamique de la GTR, même si on le sait. Voilà, c'est une voiture qui passe partout, à fond. C'est une voiture qui pardonne énormément les erreurs, tellement l'électronique est bien gérée. C'est une voiture qui vous permet à la limite de freiner presque trop tard et de rentrer trop tard dans le virage et quand même de bien vous en sortir grâce à la répartition intelligente du couple. C'est une voiture qui était en avance sur son temps, la GTR. Et aujourd'hui, même là, même cette version de 2009, bah, je le ressens encore parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans une voiture presque de 2020 en termes de modernité et de dynamisme et de réglage, quoi. Après, effectivement, moi je prends pas un pied incroyable à rouler dans cette voiture. C'est fun, c'est une super expérience, c'est intéressant de voir un autre spectre de l'automobile, mais c'est un peu moins ma tasse de thé. C'est toujours intéressant dans l'automobile parfois de se pencher vers des trucs qu'on apprécie un peu moins ou qu'on connaît un peu moins. Ce qui est certain, c'est que voilà, je comprends mieux pourquoi c'est aussi bien. Et je me dis qu'avec quelques petites modifs... Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite sur The Glow Driver. Ciao.